Bonjour à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode de Ilera Wellness. Mon nom c'est Solange Adéchian, docteur en nutrition, donc naturopathe et coach de yoga. Je suis accompagnée aujourd'hui d'invités spéciaux, mais encore d'un invité spécial que je salue et qui va se présenter tout à l'heure, mais bien évidemment aussi de la cofondatrice d'Ilera Wellness, Gisèle Adéchian. Bonjour Gisèle, comment vas-tu? Très bien, Solange. Bonjour à tous. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Gisèle Adéchian, chef en alimentation crue, vivante et saine et aussi coach en bien-être. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Nous avons un invité spécial, Gwen Clapp, que je vais laisser se présenter. Et bonjour Gwen, comment allez-vous? Hello Gisèle et Solange, je vais très très bien, je vous remercie pour l'invitation. Je sais que je vous avais déjà vu en vidéo il n'y a pas très longtemps avec ma mère, Johanna Zenamahai. Donc je suis honoré de votre invitation et de pouvoir être là pour échanger avec vous sur la santé. Merci, merci et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Gwen, vous êtes holothérapeute et qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi vous avez décidé de cheminer dans cette pratique? Alors, holothérapeute, le terme en fait vient de Tal Schaller qui est mon beau-père. Et je lui rends déjà hommage, Tal, qui est un précurseur donc, de la santé holistique depuis plus de 50 ans. Et en fait, cette santé holistique, c'est le fait de voir l'être humain sous un aspect de différents corps. La société actuelle ne valorise ou ne parle que de la santé physique. Donc, on est très sur le poids comme est ta spécialité. On est très sur les addictions, on est conscient des maladies, mais on traite peu ou voire pas du tout en fait les autres parties de l'être humain qui sont donc un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Donc le corps émotionnel, évidemment, c'est d'apprendre à gérer nos émotions, que sont tristesse, joie, colère, peur, d'une manière saine, justement parce que ces corps sont indépendants, interdépendants. Ils sont les deux. Ils sont à la fois indépendants et interdépendants. Ça veut dire que nos émotions peuvent avoir une répercussion sur notre corps. Si on gère mal nos émotions, ça peut se transformer en maladie. Ou alors, comme on est éduqué dans la société actuelle par un système, moi j'appelle ça de récompense-punition, ça peut se traduire par tu as eu une bonne note, je vais t'acheter des bonbons. Tu es puni, tu n'auras pas de dessert. Donc, du coup, on transforme les récompenses-punitions qui peuvent être émotionnelles par de l'alimentation, par une activité physique, etc., etc. Et donc, les deux, finalement, sont liés. Et le troisième corps est le corps mental, qui est donc notre manière de penser. Aujourd'hui, on parle de pensée créatrice. Et notre corps spirituel est le dernier, tout simplement, celui qui nous permet d'être heureux. Donc, le but dans la santé holistique, c'est de faire le lien entre ces quatre corps et à la fois de comprendre que finalement, la santé et le bonheur vont ensemble. Par exemple, moi, je suis plus connu pour la spiritualité, mais finalement, est-ce que je pourrais être plus spirituel ou m'améliorer dans ma conscience du monde tout en continuant à manger mal? Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement paradoxal. Et de la même manière, quand on est dans une démarche de santé physique ou de santé tout court, finalement, le fait de manger sainement ou de faire des activités sportives ou des activités telles que le yoga d'ailleurs, le qigong, je ne sais pas, d'autres pratiques, finalement élève également notre conscience. Et donc voilà, pour résumer, tout est lié. Merci beaucoup, Gwen, par rapport à cela. Justement, on parle de la santé holistique et la santé holistique a une définition différente d'une personne à une autre. Quelle est, vous, votre définition de la santé holistique? Bien, effectivement, je connais d'autres personnes qui se disent travailler sur la santé holistique et souvent, ils sont basés sur le corps et l'énergétique. Alors que pour moi, la définition est à peu près celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire que holothérapie, finalement, c'est de la thérapie sur la santé holistique. C'est d'aller chercher et évidemment de soigner et guérir l'origine de nos maux. Donc, on travaille beaucoup sur que ce soit la petite enfance,
les différentes étapes de nos vies et parfois même, puisque je suis chaman également, sur le travail sur les vies antérieures ou sur les mémoires du passé. J'ai envie de vous écouter tout le temps. C'est impressionnant et c'est vraiment Merci. quelque chose de formidable. Et puis, c'est important de comprendre aussi que on peut essayer de trouver son bien-être à travers de diverses façons, de différentes possibilités. Et justement, cela m'amène à ma prochaine question. Si l'on revient au sujet de cette interview, comment soigner une blessure interne qui est difficile à cicatriser? Ce serait par exemple comment essayer pour quelqu'un qui a du mal à pardonner quelqu'un, à se pardonner ou éventuellement à gérer la perte d'un être cher. C'est une vaste question. Alors déjà, je vais aller sur le plus simple. En fait, pour moi, nos maîtres des émotions sont les animaux ou les enfants en bas âge. Donc, je pars beaucoup sur un travail de déconditionnement. C'est qu'en fait, on a été élevé, éduqué et quelque part dressé pour avoir des comportements, notamment dans la gestion de nos émotions, du type à avoir honte, d'avoir peur ou d'être triste, de se cacher, de ne pas oser se mettre en colère en public. Donc finalement, les émotions sont très tabous dans la société. Qu'est-ce qu'une blessure? Voilà là où je voulais en venir. En fait, une blessure, c'est une émotion figée. Donc, si je vis mes émotions comme un animal ou comme un enfant en bas âge, donc c'est-à-dire dans l'instant présent, je guéris instantanément et je vais bien. Si je conserve l'émotion, elle se transforme en blessure et je vais donc traîner cette émotion et cette blessure toute ma vie ou au moins un certain temps. Et évidemment, pour l'aspect spirituel, je vais tout de suite aborder la loi d'attraction. C'est qu'en fait, la vie va m'inviter à lâcher ces émotions verrouillées et on va appeler ça le karma. Ça veut dire qu'on va se dire, tiens, c'est bizarre, je répète des mécanismes de souffrance. Et en fait, beaucoup de gens se plaignent de ces mécanismes et des karmas en pensant que la vie s'acharne sur eux, alors qu'en fait, j'ai bien utilisé le mot invitation. C'est que, en fait, la vie nous donne d'autres opportunités de lâcher ce qu'on n'a pas lâché au moment du traumatisme. Donc, le travail, évidemment, c'est d'aller à la rencontre du personnage qui a été blessé. Le personnage, ça veut dire nous, mais à un autre âge, pour lui autoriser à lâcher sainement les émotions qu'il a vécues. Et en fait, on se libère. Pour ta seconde question, on va tout de suite être dans un sujet brûlant, mais brûlant de manière positive. C'est que le pardon, je vais parler déjà de ma propre expérience avant de parler de mon travail. En fait, moi, je n'ai rien à pardonner à personne. Donc, je ne crois pas au pardon, tout simplement parce que le pardon implique une rancune. Quand donc c'est de la colère. Hein. La rancune, c'est une colère qu'on garde contre quelqu'un. Et le pardon envers soi-même, ça s'appelle de la culpabilité. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai réalisé que quand on lâche ses colères et qu'on vit sa vie sainement, en fait, on n'a rien à pardonner puisqu'on va bien. Donc, je n'ai ni colère, j'ai pas de haine ni rancune pour quelqu'un, ni culpabilité envers moi-même. En fait, je vais très bien, tout simplement parce que je vis et j'enseigne le non-jugement. C'est qu'à partir du moment où je comprends que la vie, c'est pas le bien et le mal, parce que je te pardonne, ça signifie que tu m'as fait du mal en double langage. Donc, en triple langage, ça veut dire se poser en victime. Mais à partir du moment où je conçois la vie autrement, c'est-à-dire que la vie est une co-création, donc justement, moi, j'avais une colère, une blessure, tu m'as aidé à la lâcher en me faisant du mal, et moi, j'avais besoin de vivre ça, on a co-créé un événement, on s'est rencontrés, comme certains appellent ça l'univers, mais tout en place. Moi, j'appelle pas ça l'univers, j'appelle ça la vie, tout court.
En fait, la vie nous a permis de nous rencontrer pour vivre une expérience qui nous permet de grandir. Donc, en fait, voilà, pour conclure, je te dirais que je ne crois pas au pardon. Et en fait, les gens qui m'ont fait du mal, je ne m'en rappelle pas. Et en fait, si, enfin, il y en a forcément eu, hein. Mais en fait, avec ma manière d'appréhender la vie, en fait, les gens qui m'ont fait du mal, j'ai envie de leur dire merci. En fait, c'est grâce à eux si j'ai évolué en conscience. Wow, c'est génial ce que vous soulignez parce que effectivement, on dit aussi que dans la santé holistique, que l'origine des maladies souvent aussi sont mentales. Grégoire Jovet, qui est un grand médecin naturopathe aussi, disait que si la mère de toute maladie est une bromatologie fausse, c'est-à-dire une mauvaise nutrition, alors le père est un psychologique, c'est un pensée à l'envers. C'est-à-dire, en fait, que c'est toute accumulation ou mauvaise négativité au niveau psychologique qui entraîne aussi et qui sont la cause de certaines maladies ou de la plupart des maladies aussi. C'est vraiment génial ce que vous soulignez parce que plus on est libéré et plus on se sent mieux. Oui, tout à fait. Et justement, c'est pour ça que je fais vraiment cette nuance qui m'est chère. C'est qu'en fait, pour moi, beaucoup de gens confondent la conscience et la morale. Tout à fait. La conscience, c'est être observateur de la vie, être observateur de ce qui se passe en soi, être observateur de ce qui se passe à travers les autres. Alors que la morale, c'est elle qui nous dicte le c'est bien ou c'est mal. Tout à fait. À partir du moment où je sors de cette dualité c'est bien, c'est mal, du coup, il n'y a plus d'émotions positives et négatives. Il y a juste de l'acceptation de ce qui nous traverse. Et du coup, il n'y a plus de culpabilité, jugement, rancune, etc. Donc finalement, le travail que je fais faire aux gens, justement, c'est de ne pas essayer de pardonner, mais d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est d'arrêter de porter un jugement sur ce qui s'est passé et en fait de comprendre qu'est-ce que cette expérience m'a appris. Donc, il y a une sorte de double travail. On va prendre un exemple concret. Une femme va me dire, moi, mon ex, il m'a battue. Pendant des années, j'étais une femme battue. Donc, évidemment, on voit bourreau, victime se dessiner. Et finalement, au-delà de bourreau-victime, il y a des émotions. C'est-à-dire que monsieur, c'est monsieur colère. Et madame, c'est madame peur et madame tristesse. Donc finalement, d'abord, le premier travail sur soi, c'est d'apprendre à lâcher tout ce qu'on n'a pas lâché, donc le travail émotionnel dans la relation à soi-même. Mais ensuite, la prise de conscience intervient seulement quand on est guéri. Une fois que la personne est guérie, on peut lui poser la question, et du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Et une guérison saine, je dirais complète, en général, la femme va dire j'ai appris à me respecter. J'ai appris à ne plus me laisser faire. J'ai appris à sortir des conditionnements entre les hommes et les femmes. J'ai évolué vers du mieux-être. J'ai évolué vers plus de respect pour les femmes, sortir du rôle de victime, etc., etc. Elle aura tiré plein d'enseignements. Et à partir de ce moment-là, elle n'aura plus qu'à dire c'est génial ce que j'ai vécu. Vraiment, je prends plein de différents exemples très, très rapidement. Mais finalement, je trouve que j'aime pas mesurer la conscience. Il n'y a pas des êtres spirituels et des êtres pas spirituels. Nous sommes tous spirituels. Mais malgré tout, s'il faut parler en français, je vais essayer un peu d'utiliser ces mots-là. Mais tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'estime être les plus conscients ou les plus spirituels, pour caricaturer, c'est toujours des gens qui sont naturopathes parce qu'ils ont été malades. Tout à fait, c'est vrai. Ils font une association en Afrique pour aider les plus démunis parce qu'ils ont souffert de la pauvreté. Et en fait, pour moi, c'est ça, transcender une souffrance. C'est non seulement je me guéris, mais je ne veux plus le voir sur Terre. Moi-même, c'est le travail que j'ai fait. C'est que comment je suis devenu thérapeute. Finalement, évidemment, on pourrait dire oui, mais je suis le fils de Tal Chaler et de Joanne Razana-Mahaï, mais ce n'est pas aussi simpliste que ça. C'est parce que j'ai traversé une grande phase de dépression dans ma vie
Et en fait, une fois que je me suis guéri et que j'ai compris justement ces messages que la vie m'a enseignés, je me suis juste dit, j'ai plus qu'à transmettre pour empêcher d'autres gens de tomber aussi bas pour prendre conscience. On n'est pas obligé de souffrir pour élever sa conscience. La majorité des êtres humains passent par ça, mais en fait, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé, justement, j'ai vu que ça t'a fait rire, le côté je deviens naturopathe parce que je mangeais mal, mais c'est exactement ça. On n'est pas obligé, je crois que tu as eu un problème de poids, donc on n'est pas obligé de faire 150 kilos pour prendre conscience de sa santé. On peut aussi le faire quand on est encore dans des mécanismes sains. Mais merci d'avoir souligné ça parce que c'est très important et puis on en parle tout le temps à notre audience aussi et puis on fera aussi une version en anglaise pour expliquer parce qu'en fait, les gens, quand ils sont en santé, ne comprennent pas que c'est en étant en santé qu'on maintient sa santé. Et on en parle beaucoup parce qu'effectivement, même nous, on est passé par là aussi. Mais c'est important, et puis on le dit tout le temps aux gens, n'attendez pas la dernière minute avant de pouvoir agir parce que nous, on a fait cette erreur. Et on veut éviter que les gens fassent cette erreur-là. C'est dommage parce que beaucoup de gens n'ont pas cette conscience-là. Et on dit souvent que la naturopathie ou le bien-être est d'abord dédié à des gens qui sont en santé. C'est dommage de dire ça, mais c'est vrai. Et puis, la plupart des gens qui vont venir demander d'aide ou consulter, c'est des gens qui ont déjà vécu ça. Et puis, c'est dommage, mais c'est complètement vrai ce que vous dites. Mais c'est tout à fait ça. Je vois qu'en fait, la majorité des gens, ils jugent le présent. Oui. Moi, j'enseigne aujourd'hui depuis un peu moins qu'une dizaine d'années. Et il y a beaucoup de gens, quand j'anime des stages ou que je fais des conférences ou autres, ou en séance individuelle, je leur donne des clés. Après, ils me font oui, mais c'est facile à dire, toi, tu es heureux et ta vie est belle. Je leur dis non, mais moi, en fait, je ne sors pas mon CV de la souffrance. Je n'ai pas besoin de prouver ce que j'ai traversé. C'est ça que j'appelle le CV de la souffrance. C'est les gens qui vont dire j'ai vécu ça, tu ne peux pas me comprendre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, si je suis heureux aujourd'hui, c'est parce que je le choisis chaque matin. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est un choix. Oui. Je peux choisir de déprimer dans mon lit si je regarde toutes les expériences négatives. Vous voyez ce que je veux dire? On a parlé de deuil ou d'état de souffrance. Je peux déprimer si j'ai envie. Et ça m'arrive, Dieu merci, je suis un être humain. Mais j'ai un état de conscience qui me permet de choisir à quel moment je m'accepte dans ma souffrance et à quel moment je m'accepte dans les autres parties de moi qui vont très bien. Donc, pour moi, c'est ça. Quand je dis faire des choix, c'est que, par exemple, récemment, nous avons été triplement endeuillés dans notre famille malgache. Donc, si dans la semaine, j'ai 3 deuils, là, je parle des deuils, la vie, la mort, et que le stage, j'ai un stage à animer, évidemment, mon état d'être, c'est « oh, j'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de travailler, c'est pas le moment pour moi d'enseigner aux gens ». Soit je fais un choix qui est « alors, je souffre, j'ai un stage. Je mets mon deuil de côté, je m'investis à fond dans mon stage, donc pendant 2 jours, je bosse à fond et je suis heureux et je fais pas semblant. Et ma souffrance, je t'accueille à partir de lundi après le stage. Et c'est ça, je trouve, qui est la beauté de l'être humain. C'est qu'on se plaint toujours, j'entends beaucoup d'enseignants dire « oui, mais les animaux, ils vivent l'instant présent et pas nous ». Ok, c'est peut-être malsain vu sous cet angle. Mais il y a aussi une qualité qui est génialissime, je trouve, qui va avec, c'est que nous avons la capacité de reporter nos émotions, de donner un rendez-vous à ces émotions qu'aucun autre être vivant sur Terre ne peut faire. Vous êtes en pleine réunion professionnelle ou vous êtes dans la rue, dans votre ville, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Vous pouvez vous dire, là, ce n'est pas le moment. Je ne vais pas pousser des hurlements, me rouler par terre, pleurer, hurler. Les gens vont me prendre pour un fou, pour une folle. Donc, je reste dans les codes de la société. Ce soir, je rentre chez moi, je vide tout ce qu'il y a à l'intérieur qui ne va pas. Et je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est merveilleux de pouvoir faire ça.
Oui, tout à fait. Et puis, Gwen, justement, on parlait tout à l'heure de la perte du deuil, etc. Et c'est aussi un petit peu le sujet de cette Mhm. conversation. Alors, la douleur de la perte d'un être cher en holothérapie est-elle le reflet d'une légitimité de séparation ou le reflet d'une guérison interne inachevée de notre relation avec les autres? En fait, c'est beau, toutes ces questions sur le deuil, parce que moi, ça me passionne. En fait, déjà, je commencerai par dire que le deuil est culturel. Moi, je suis métisse. Vous êtes aussi multiculturel comme moi. Vous voyez très bien que en Amérique, en France ou au Bénin, le deuil ne se vit pas de la même manière. Et moi, j'ai observé ça parce que j'ai des deuils français et malgaches. Et je vois qu'à Madagascar, quand on perd un être cher, les gens, ils sont dans tous leurs états. Alors qu'en France, j'ai assisté à un enterrement. Bon, tout le monde est habillé en noir, c'est une chose, mais tout le monde vit contenu dans son émotion. Personne pleure à chaudes larmes, pousse des hurlements. C'est très contenu. Et je me rappelle même avoir posé une question à un membre de ma famille qui m'avait répondu je ne pleure pas parce que je suis un homme et que je dois rester exemplaire. Ça m'avait fasciné cette phrase, parce que moi, je m'étais dit, mais l'exemplarité, moi qui ai appris à être contenu aussi avant d'apprendre à me libérer, ben, je sais que moi qui suis papa aujourd'hui, à la limite, l'exemplarité que je voudrais montrer à mon fils, c'est papa, il peut pleurer parce qu'il a perdu un être cher. C'est ça l'exemple pour moi. C'est puisque je sais que l'émotion, elle doit sortir, elle a le droit, sans que je la juge, alors finalement, ce bien paraître dans un enterrement, je le trouve complètement absurde. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, je vais dire, qui doit disparaître dans l'éducation du deuil, parce qu'en fait, on devrait éduquer les gens à vivre en deuil. Donc, il y a déjà ce premier point que je voulais aborder. Ensuite, dans encore une fois, ce non-jugement, finalement, je réalise que dans le deuil en termes de décès, mais comme vous m'avez tendu la perche, le deuil peut être une rupture amoureuse, le deuil peut être une amitié brisée, le deuil peut être toute forme de transformation extrêmement blessante, en fait. Ben, finalement, j'ai réalisé un jour où je pleurais très fort pour quelqu'un. Je me suis dit, waouh, comme c'est beau de souffrir autant pour quelqu'un par amour. Ça m'a vraiment fasciné de comprendre que, en fait, pour beaucoup dans l'éducation que nous recevons, il y a justement cette morale qui dit c'est bien, c'est mal. Mais au-delà de cette morale, c'est magnifique. C'est bon à vivre. Ça fait du bien. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'émotion négative. C'est que n'importe quelle forme d'émotion fait du bien. Pleurer un bon coup, ça fait du bien. Se mettre en colère très fort, ça fait du bien. Lâcher ses peurs, ça fait du bien. Donc, ce n'est pas du tout négatif. Ensuite, pour continuer ou pour conclure à ce sujet, beaucoup de gens, justement, ne vivent jamais réellement leur deuil. Donc, puisqu'ils ne le vivent pas réellement, ils le portent toute leur vie. Donc, on n'arrive jamais à faire le deuil. Ouais. Alors que pour moi, si tu veux, dans ma vision, peut-être que c'est une vision chamanique, mais pour moi, chaque matin est une naissance et chaque nuit est une petite mort. C'est qu'en fait, la vie est faite de cycles. Donc, je me guéris, je pleure. Après, je précise bien, je ne dis pas qu'on est guéri immédiatement. C'est que je peux très bien aller mieux et hop, ça revient un jour, on ne sait pas pourquoi. La blessure se réouvre. On pense à la personne qui est décédée ou qui est partie ou autre, et on a le droit de revivre à nouveau ces souffrances. En fait, je trouve que c'est arrêter de lutter contre ce qui nous traverse. C'est tout accepter. Accepter tout ce qui nous passe et l'aimer. Parce que même si ça peut paraître un peu New Age de parler d'amour à ce moment-là, mais malgré tout, je pense vraiment que se guérir, ça passe par aimer ce qui nous traverse et arrêter de porter un jugement parce qu'en fait, si tu veux, l'être humain
a justement cette tendance, à cause de notre éducation, à cacher ce qu'il vit comme s'il ne s'autorisait pas. En fait, on a appris à bien paraître. C'est ça. C'est ça. Donc, bien paraître pour un homme, c'est soit fort, soit digne, soit exemplaire. Tiens-toi bien, ne sois pas faible. C'est ça la fausse croyance. Et en fait, pour moi, la réalité, c'est que tout ce qui me traverse peut me faire redevenir un enfant, peut faire exister ma part de féminité, peut faire exister mon incapacité à évoluer aujourd'hui. Et en fait, tout ça, je veux arrêter de me le cacher à moi-même pour commencer. En fait, tout a le droit d'exister. Et à partir de là, je vais très bien. J'aime bien la manière dont vous expliquez cela parce qu'en gros, aujourd'hui, la guérison, en fait, pour nous, c'est un cheminement. Ce n'est pas une destination. Et beaucoup de personnes ont l'impression qu'il faut juste guérir et puis on passe à autre chose. Mais non, parce que les émotions, ça passe, ça revient, ça change. Et c'est très important aussi de guérir parce qu'on a l'impression, surtout c'est peut-être aussi culturel, on a l'impression qu'on ne doit pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jugement, comme vous l'expliquez, de la société. Et donc, on enferme toutes nos émotions et on les répète de génération en génération ou bien ça se transmet sous forme de colère aussi. Hein. La colère, l'anxiété, la dépression, etc., ce sont des émotions enfermées. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Et c'est dommage parce que c'est ce qui crée aussi d'autres difficultés, peut-être dans les foyers, peut-être aussi dans les relations avec des professeurs, élèves ou professeurs, ou dans tout type de relations, en fait. Donc, il y a ces émotions internes personnelles qui sont à gérer, en gros, mais il faut travailler là-dessus. Hein, on a l'impression qu'il faut juste cacher ses émotions. Il y a un très bon coach ici aux États-Unis qui dit la guérison, en fait, ça passe par libérer ses émotions et non les supprimer. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société nous amène à supprimer nos émotions parce que pleurer, c'est pas bien. Être triste, c'est pas bien. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on doit toujours paraître très serein, toujours paraître très politiquement correct, que finalement, on pleure à l'intérieur et ça se reconvertit d'une autre manière. Tout simplement. Et le monde va mal. Tout à fait. Et le monde va mal. Tout à fait, évidemment, parce qu'il y a co-création. Donc, on est vraiment d'accord là-dessus. C'est tout à fait ça. Je suis vraiment d'accord sur le point que tu amènes, moi aussi, qui me fait beaucoup rire. Et j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux ce que je vis avec mes patients ou mes stagiaires. Et c'est vrai que moi, là où je le tourne avec l'humour, j'adore utiliser l'humour. Hein, ça permet de travailler sur soi avec autodérision. Mais c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup de patients qui ont cette vision dont tu parles, qui est mais après, une fois que je suis guéri, je fais quoi? Oui, mais une fois que je suis conscient et que j'ai guéri mes émotions, ou une fois que je sais pas, j'ai vécu l'éveil spirituel, je fais quoi? Et je dis aux gens, bah, tu continues, c'est à vie. En fait, c'est pas un état où on va se dire, ça y est, j'ai tout guéri, je suis heureux, je suis en paix avec tout. Et comme un aboutissement, effectivement. C'est qu'après, il y a une continuité à vivre ce qui nous traverse et également l'exemple que je prends aux gens, justement, quand ceux qui me disent « oui, mais toi, tu es heureux », je leur dis « mais en fait, le but, c'est pas d'être heureux 24 heures sur 24. C'est pas d'être en bonne santé 24 heures sur 24. C'est que des fois, tu peux tomber malade, des fois, tu peux avoir un coup de blues. C'est la balance. Nul n'est à l'abri d'une expérience horrible. En fait, pour moi, tout ça, la santé holistique, c'est une hygiène de vie au quotidien. Tout à fait. C'est une sorte de mode d'emploi d'être bien. Mais être bien, comme je dis, c'est pas être heureux tout le temps, mais c'est aussi apprendre à mieux gérer les temps faibles. Puisque si je vais bien aujourd'hui, c'est facile, mais si demain, bon, je touche du bois, ma mère, mon père, un de mes frères et sœurs vient à décéder, je serai complètement anéanti. Là, il n'y aura plus de maître spirituel, il n'y aura plus d'enseignant de santé, il y aura juste un être cher qui est désemparé face à la mort. Donc, c'est ça, apprendre à mieux gérer les temps faibles, c'est de se dire, la vie, c'est pas de courir dans un champ de fleurs, des fois, c'est compliqué.
C'est ça. C'est Non, ça. c'est vrai, c'est en plein ça. Et puis, j'ai justement une anecdote là-dessus à raconter. C'est un petit garçon de 7 ans que je suis qui souffre d'allergies, mais vraiment d'allergies environnementaux, au pollen et tout ça. Et puis, du coup, on travaille un petit peu là-dessus. Et puis, on sait qu'aussi, par rapport à l'eczéma, le sucre raffiné est inducteur Mhm. aussi d'eczéma. Donc, on travaille un petit peu sur éviter les bonbons, les sucreries. Les produits laitiers aussi. C'est Mhm. ça, exactement. Et les produits laitiers, bien sûr, tout à fait. Et j'ai essayé de faire comprendre à ce petit garçon, en fait, que, ben, écoute, on va faire un petit peu de yoga. On va essayer de t'aider pour que tu ne manges pas beaucoup de bonbons. Et il adore, bien sûr, les bonbons. Bien évidemment, le terrain dit tout. Et à ce petit garçon, ce qu'on a essayé de faire, c'est que je lui ai dit, écoute, imagine-toi dans un endroit où tu vas rester zen, calme, un endroit que tu adorais dans ce monde. Il me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu visualises? Il me dit oui. J'ai dit, c'est où cet endroit? Il me dit, c'est un terrain plein de bonbons, où j'ai pas de restriction, où je peux tout manger. Et là, je reviens, je lui dis, mais écoute, mon petit, c'est parfait, c'est bien, mais tu sais, pour ton cheminement, pour la guérison justement de tes eczémas, c'est que tu vas pouvoir retirer des bonbons, mais petit à petit, tu vas pouvoir les éviter et de temps en temps te faire plaisir. Et effectivement, on a commencé, ça fait à peu près 4 ans que je le suis. Et aujourd'hui, il me dit, mais j'adorais les bonbons, mais maintenant, aujourd'hui, c'est comme si je les adore plus comme avant. Je les aime, mais une fois par semaine, mais ce ne sera pas avant, c'était tous les jours, 4 fois par jour. Et je Mhm. sais qu'à force, justement, quand on suit aussi ce cheminement, justement, vers la guérison, vers le bien-être, mais une fois qu'on est bien, un peu comme les questions que les gens posent aussi, mais quelque part, et c'est aussi le cas de Gisèle et moi, on est comme connectés parce que même des fois, on peut, moi par exemple, ça peut m'arriver d'avoir des écarts en voulant aller manger, chose que je faisais pratiquement tout le temps, un biscuit plein de sucre et tout ça, mais tu sais, cette envie ne vient plus qu'une fois par an et à peine encore, des fois pas du tout. Donc c'est juste pour dire que quand on suit le cheminement de la guérison, on est comme une fois guéri aussi chez certaines personnes qui sont connectées, on est comme connecté à une certaine intelligence universelle qui nous dit que tout ce qu'on émet de mauvais ou tout ce qui n'est pas bon pour notre corps, on n'a plus des envies là-dessus. Je ne sais pas comment, Gwen, de ton côté, ça peut s'expliquer au niveau spirituel, mais c'est comme si moi, aujourd'hui, un croissant, ça ne me dit plus rien. Je ne vais pas sauter dessus. Ok, ok. Bah, écoute, oui, moi je trouve que ça s'explique et c'est bien parce que ça va donner des clés aux gens sur aussi des addictions. C'est qu'en fait, le bonheur et le plaisir se savourent 1000 fois plus quand ils sont rares. C'est pour ça que vraiment, depuis tout à l'heure, je vous ai plusieurs fois parlé du non-jugement. C'est que en fait, on peut être heureux que si on connaît le malheur. Mm. On savoure la présence d'un être humain à côté de soi quand on connaît la solitude. Donc, en fait, il n'y a plus de c'est bien, c'est mal. J'apprends à voir chaque chose que la vie m'offre comme un cadeau. Et c'est là où on arrive donc à ton exemple des bonbons. C'est que finalement, quand le cadeau est trop fréquent, il perd de sa saveur. Et moi, je vois ça vraiment parce que j'ai une conscience écologique. Donc, du coup, mes fruits préférés, moi, sont des fruits exotiques. Donc, c'est les mangues, j'adore. Les litchis, j'adore. Je vis en Europe, j'achète jamais de mangue et de litchi parce que je veux pas qu'ils voyagent en bateau ou en avion pour nous, les Européens. Mais je sais que quand je vais à Madagascar, ça a un autre goût. Vous voyez ce que je veux dire? Et je te prends un autre exemple. Je sais que nous, dans la famille malgache, comme dans beaucoup d'îles d'ailleurs, ou même, je crois même que c'est dans le monde entier, la fête, c'est souvent associé à l'alcool. Donc, on va aller très dans bière, rhum, etc. Et on a des très bonnes bières ou très bons rhums à Madagascar. Je me rappelle d'une fois où on était en famille et on tombe sur un restaurant malgache, ici, en France. On rentre dedans, on achète ce qu'on aime à Madagascar et on mange, on boit. Et c'était très étrange parce qu'en fait, on a tous eu le même enseignement en même temps. C'est, ben, c'est pas bon. En fait, c'est pas le goût de l'aliment ou de la bière ou du rhum,
c'est le goût du pays. C'est ça qui est holistique. C'est qu'en fait, quand tu manges un truc que tu aimes ou que tu bois quelque chose que tu aimes, dans le contexte affectif que ton cerveau a associé, finalement, quand tu le bois, il fait 40 degrés et que tu es sur une plage, les pieds dans le sable, devant un paysage de rêve, ça n'a pas le même goût qu'en France où il fait 15 degrés et que tu te gèles. Ouais, c'est vrai. Donc, je trouve vraiment que ce sont des très bons exemples pour faire comprendre aux gens qu'entre aimer quelque chose comme un cadeau qu'on s'offre, et là, je valide totalement une forme d'autothérapie, de se gâter de temps en temps, de dire j'ai le droit de craquer, je ne suis pas un extrémiste, j'ai le droit de manger des bonbons, j'ai le droit de boire de l'alcool, j'ai le droit, je me donne le droit en conscience. Mais à partir du moment où je le fais parce que je ne peux pas m'en empêcher, ben, ça devient une addiction. Tout à fait. Et en fait, l'addiction, c'est que je perds la conscience de mes choix. C'est ça. Si vous me permettez aussi, pour les petites anecdotes, parce que tu m'as beaucoup fait rire avec l'histoire de ton enfant, ben, je vais vous raconter une anecdote qui va vous plaire et j'espère va plaire à votre public aussi. C'est justement sur les gens qui sont dans des quêtes spirituelles. Donc, c'est à peu près, moi, la moitié de mes patients, ce n'est pas des gens qui ont des problèmes de santé, c'est des gens qui vont très bien, mais ils sont dans des quêtes spirituelles. Et je me rappelle d'une fois, un de mes patients, il me dit dans la séance, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est l'éveil spirituel. Alors, moi, je lui dis, tu sais, moi, il y a une phrase de mes guides, une fois que j'ai reçue, qui est si les êtres humains savaient ce que c'est l'éveil, ils seraient déçus. Mais bon, si tu veux, ok, tu as le droit de vouloir être éveillé, ok. Et l'exemple, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est aussi pour vous montrer que ce n'est pas un état permanent qu'on va acquérir. Donc, je lui dis, bah, si tu veux, je te fais vivre l'éveil. Ça me prend quelques minutes. Il me fait, t'es sûr, tu sais faire ça? Je dis, oui, oui, je peux. Par contre, je te préviens, ça va durer que 2 secondes. Il me fait, ok, super, qu'est-ce que je fais? Alors, je dis, serre-toi un verre d'eau. Assis-toi tranquillement. Je ne vais pas vous le faire dans la même durée de temps, mais pour vous dire très rapidement, lâche tes émotions, comme ça, tu es tout vide. Moi, j'aime bien la métaphore d'un vase. C'est-à-dire que tu vides le vase et on va apprendre à le remplir d'autres énergies. Donc, je dis, pense aux gens que tu aimes. Ferme les yeux, pense. Laisse défiler les visages des gens que tu aimes. Laisse défiler les souvenirs, les moments géniaux de ta vie. Maintenant, pense au paysage que tu as vu de tes yeux ou que tu as vu à la télé. Regarde la beauté du monde. Il est là, on commence à aimer, vous voyez? Je dis, maintenant, rappelle-toi des odeurs les meilleures que tu as senties, les goûts, les saveurs, les sensations. Donc, je le mets vraiment dans un état où il n'y a plus que tout ce qu'il aime dans la vie. Et je dis, et maintenant, bois le verre d'eau très lentement en sentant s'écouler chaque goutte jusqu'à ton ventre. Il boit le verre d'eau. Je dis, comment tu te sens là? Il me fait, je suis heureux, je me sens en unité avec tout. Je dis, voilà, t'y es. Il me fait, et après, voilà, t'y es plus. Wow. Et c'est ça l'instant présent. Oui. C'est que tu es dans un état, savoure-le. Sinon, forcément, l'ego, il revient pour dire, oui, mais qu'est-ce que je fais après? Il n'y a pas de après. Non, c'est un cheminement, en gros. Ouais. Oui, mais c'est apprendre aussi à se satisfaire de l'état présent. Comme on dit, le bonheur, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est ça, tout à fait. Alors, c'était vraiment une session très informative. Merci beaucoup, Gwen, d'avoir accepté notre invitation. Et je ne saurais conclure ceci en vous demandant comment vous joindre, comment est-ce que ceux qui ont envie de vous contacter pour vos services entrent en contact avec vous. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai fait au plus simple. Donc, on peut me contacter par email, par Facebook. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un site internet. En fait, vous tapez juste Gwen Clapp sur n'importe quel moteur de recherche et vous tombez sur toutes mes coordonnées, que ce soit email, les réseaux sociaux, les films que j'ai déjà faits, etc. Donc, sinon,
mon gwen.clap@gmail.com pour ceux qui veulent m'envoyer un email. Et sinon, comme je vous le dis, sur n'importe quel réseau social, vous tapez mon nom, mon prénom et vous tombez sur moi. Donc, c'est très… Est-ce que vous faites des traitements à distance pour des publics justement nord-américains comme nous autres, comme notre audience? Est-ce que vous faites des traitements à distance aux personnes? Alors, on n'a pas parlé des multicasquettes, mais je vais l'aborder très brièvement. Effectivement, il y a le fait d'être holothérapeute. Je suis chaman aussi, je suis médium, je travaille sur la spiritualité dans le sens de la quête de bonheur et la quête de conscience. Mais comme vous vous doutez, il y a des choses qu'on peut faire physiquement et des choses que je fais par Skype. Donc, j'ai des gens du monde entier qui sont en Amérique, en Asie, peu importe, finalement, avec Internet, on est partout. Mais par contre, évidemment, je peux faire un travail thérapeutique ou ce que j'appelle une guidance spirituelle, c'est-à-dire travailler sur sa conscience par Skype, mais je ne peux pas faire un soin physique ou du chamanisme à travers un ordinateur. Donc, c'est quand même assez limitant. Et enfin, nous avons aussi, là je dis nous, parce que je parle évidemment de Tal Chaler, Johan Razanamahai et moi-même, des formations online qui se trouvent sur notre site santéglobale, avec un E, .world. Et du coup, c'est accessible à tous dans le monde entier. Évidemment, ça s'adresse aux francophones. Mais on imagine un jour aussi pouvoir ou faire traduire ou utiliser d'autres biais. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt que de voir le négatif, on va voir le positif. C'est déjà génial de pouvoir partager avec la francophonie. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Wow. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, Gwen. Et puis, on espère bien que cette audience aura compris un petit peu la relation entre la santé holistique, le deuil, se reconnecter avec soi-même et tout cela, qui est un cheminement, pas une destination. Et nous espérons, bien entendu, pour se reconnecter avec vous peut-être à l'avenir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été ici parmi nous. Et merci Solange aussi d'avoir été part de cette émission et on vous reverra la prochaine fois. Merci à tous. Merci à tous, merci à vous.